Bonjour, alors on est en direct. Lucie, tu peux commencer si tu veux. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, s'il vous plaît? Puis après, je pourrai commencer la présentation. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, d'accord, on commence. Alors, je vais vous faire une présentation générale sur les études au Canada, principalement pour ceux qui veulent aller en maîtrise, en doctorat et éventuellement en post-doctorat. Alors, voici, ici, vous avez une carte du Canada. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde, tout de suite après la Russie. C'est la Russie qui est le plus grand pays. Et le Canada, donc, est plus grand que les États-Unis et que la Chine et que tous les autres pays. Donc, ça représente ce pays 18 fois la France hexagonale, on s'entend bien. Et tout ça pour une population de 38 millions d'habitants, alors il y a quand même 68 millions d'habitants en France. Ici, vous avez donc cette carte, la moitié nord du pays, vous voyez, c'est le Yukon, les territoires du nord-ouest, le Nunavut. Ça, ce sont les territoires. Et la moitié sud, ce sont les 10 provinces. Dans la moitié sud, surtout que vous irez étudier. Cela dit, il y a une nouvelle une université qui est encore très petite, mais qui vient d'ouvrir au Yukon, mais est encore très petite. On ne peut pas encore faire de maîtrise doctorat, mais en fait, c'est une toute nouvelle université. Bon, le Canada est un pays bilingue anglais-français. Le Québec que vous voyez en vert clair vers la droite est unilingue francophone, mais même au Québec, sur les 17 universités, 14 sont francophones, mais 3 sont anglophones. Il y a une province qui est en jaune, complètement à l'est, dans les provinces de l'Atlantique. C'est le Nouveau-Brunswick, qui est une province reconnue comme étant bilingue. Et toutes les autres provinces, tout comme les territoires aussi, toutes les autres provinces sont plutôt anglophones, mais dans chacune de ces autres provinces, vous pouvez étudier dans un établissement français, une université ou un collège technique, peu importe, tout en vivant dans un environnement, dans une ville donc anglophone. Pour trouver quelles sont les universités qui sont qui sont francophones ou bilingues à l'extérieur de la province de Québec, vous pouvez aller sur le site www.acufc.ca. ACUF comme François, C.ca. Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Donc, ça ne comprend pas le Québec, mais tous les autres à l'extérieur de la province de Québec. Bon, la structure de l'enseignement supérieur au Canada, donc après l'équivalent de votre baccalauréat, si je m'adresse à des gens qui sont en France. Bon, le premier cycle universitaire, ça s'appelle chez vous une licence. Chez nous, ça s'appelle un baccalauréat quand c'est en français, un bachelor quand c'est en anglais. Ça dure 3 ans ou 4 ans. C'est selon qu'on le fait dans la province du Québec ou dans le reste du Canada. Après, vous avez la maîtrise ou master. Bon, chez vous, ça s'appelle master 1 plus master 2. Chez nous, c'est maîtrise ou master. Ça dure 2 ans. Donc, la différence avec vous, c'est que c'est un bloc de 2 ans. Il faut faire les 2 ans d'un coup pour avoir le diplôme. Après, vous avez le doctorat. Bon, doctorat, comme chez vous. Ce qu'il y a au milieu, c'est pas pour ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, mais que vous sachiez, c'est pour les programmes techniques comme les programmes que l'on donne qui mènent à des BTS ou à des DUT en France. Sachez aussi qu'en maîtrise, au niveau de la maîtrise plutôt, après le premier cycle universitaire, après l'équivalent de votre licence, vous pouvez aussi faire en maîtrise un certificat. C'est un programme d'une année ou 2 années. La plupart des certificats sont au premier cycle, mais il y en a quelques-uns qui sont au niveau maîtrise. Il y a aussi certains DESS qui sont en première année après le premier cycle, après la licence. Les DESS, il n'y en a pas partout, mais ça, ça mène au travail. Ce sont des programmes pratiques et qui mènent au travail directement. Il n'y en a pas partout, encore une fois, mais vous pouvez voir sur les sites des universités. Bon, les différences avec la France. L'éducation au Canada est de compétence provinciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministre de l'Éducation nationale. Le Canada est beaucoup trop grand pour ça, trop vaste. Alors, il y a un ministre de l'Éducation dans chacun des territoires, la partie nord que vous avez vu tout à l'heure, et dans chacune des 10 provinces. Mais tous les ministres de l'Éducation sont regroupés en un conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Donc, si on passe d'une province à l'autre, ça va se rassembler beaucoup et de toute façon, c'est toujours possible.
ça reste que le Canada est un seul pays. Donc, d'une province à l'autre, il y a énormément de ressemblances dans l'enseignement, pour ne pas dire que c'est pareil. Bon. Une autre différence avec la France, c'est qu'on n'a pas de prépa, pas de concours. Là, c'est pas pour vous, encore une fois, c'était plutôt quand vous étiez pour entrer en licence, mais que vous le sachiez comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas de prépa, pas de concours. On est admis ou on est refusé sur dossier. On n'a pas non plus de système de grandes écoles au Canada. Tout se fait dans les universités pour des programmes universitaires. Et même si vous allez voir sur les sites HEC Polytechnique Montréal, vous allez penser que ce sont des grandes écoles. Non, ce sont des facultés très importantes, mais reliées à l'Université de Montréal. Et l'Université de Montréal, c'est une des universités qui est à Montréal. Les autres portent toutes d'autres noms. Bon, le Canada est une culture de recherche florissante, une collaboration internationale. Bon, au Canada, la recherche se fait beaucoup dans les universités, dans les collèges techniques. Il n'y a pas de CNRS comme vous avez en France et on y compte près de 3000 chaires de recherche dans ces universités. La population canadienne est faible, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 38 millions d'habitants, ce qui ne représente que 0,5% de la population mondiale. Et pourtant, le Canada participe à plus de 2,8%, c'est-à-dire près de 3% des publications scientifiques ou autres dans le monde. Plus des 4/5e des universités au Canada, nous en avons 97 universités, offrent des programmes en collaboration avec d'autres pays, donc fort possiblement avec le vôtre. Les établissements canadiens. Bon, il y a 97 universités au Canada et 130 collèges techniques. Il y en a des très petites universités et des très grandes. Alors, les plus petites, ça va être l'Université de Hearst qui est en Ontario, qui est une petite université francophone. Il y a une autre petite université à l'est du Canada, l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Il n'y a que 400 étudiants, qui est une très belle université et qui propose certaines maîtrises. Pas énormément parce que c'est une université petite en nombre, mais il y a des maîtrises qu'on peut faire à l'Université Sainte-Anne. Et l'Université Sainte-Anne vient régulièrement faire du recrutement en France et dans certains pays d'Afrique. Il y a d'autres universités qui ont 3 000, 5 000, 10 000 étudiants. Ce sont quand même des petites universités. Il y en a des grandes de 40 000 étudiants, comme l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université d'Ottawa. Ce sont des exemples. Et de très, très grandes, de 70 000 étudiants, comme l'Université de Toronto, qui est en Ontario, l'Université de Montréal et UBC, qui est l'Université de British Columbia. Même dans les petites universités, vous pouvez quand même regarder parce que vous y trouverez des programmes que peut-être que vous ne trouverez pas dans les grandes. Ça peut valoir la peine d'aller regarder. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que tous les programmes présentés dans toutes les universités, éventuellement et dans les collèges techniques, répondent à des critères de qualité du ministère de l'Éducation de la province, donc pour tous les ministères de l'Éducation des provinces canadiennes. Ce qui fait qu'on peut passer d'une université à l'autre, même si vous avez fait une année ou deux dans une université qui est peu connue, vous pouvez passer à une très grande, on regardera ce que vous avez comme dossier, tout simplement, parce que tout répond à des critères de qualité du ministère de l'Éducation de la province. Vous pouvez partir en échange, vous pouvez partir en indépendance. Si je dis en échange, évidemment, ça s'adresse plutôt à ceux qui s'en vont en maîtrise ou master, qui équivaut au master 1, master 2 en France, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a certains échanges qui se font même au niveau de la maîtrise. Alors, vous pourrez partir dans une des universités canadiennes avec lesquelles votre université ou grande école en France fait des échanges. Vous partirez pour une session de 4 mois ou pour 2 sessions. 8 mois. Donc, 8 mois. Vous ne paierez pas la scolarité au Canada si vous partez en échange et vous reviendrez ensuite pour faire reconnaître par votre institution ce que vous avez fait au Canada. Si vous partez en indépendant, ça veut dire que vous partez faire un programme complet dans une université canadienne, vous paierez la scolarité au Canada et vous obtiendrez un diplôme canadien. Pour ce qui est des doubles diplômes, c'est votre université ou grande école ici qui pourra vous donner des informations.
Si vous êtes en doctorat et que vous désirez faire une co-tutelle, c'est à vous et à votre directeur de thèse en France de s'entendre avec un professeur au Canada. Il y a beaucoup de co-tutelles qui se font de la France entre la France et le Canada. Bon, le calendrier de l'enseignement supérieur. Alors, il y a 3 sessions dans l'année. La session d'automne commence le premier mardi de septembre, c'est-à-dire le lendemain de la fête du travail, notre fête du travail, qui se trouve le premier lundi de septembre, et ça se termine vers la mi-décembre. La session d'hiver commence en début janvier, se termine à la fin du mois d'avril. Et l'été, bon, vous faites de la recherche, suivez des courses comme vous voudrez, mais enfin, l'été, ça commence en début mai, ça se termine à la fin du mois d'août. En gros, c'est comme ça. Évidemment, si vous faites de la recherche toute l'année, de toute façon, vous arrangez, mais c'est pour vous dire vous allez voir comment fonctionne l'université, quels sont les moments d'ouverture pour les premiers cycles et tout ça. Vous allez voir, donc, la session d'automne, la session d'hiver, la session d'été. Il y a 3 sessions. Bon, les étapes pour aller étudier au Canada. Il faut d'abord trouver un programme et trouver une université. Pour ceux qui partent en échange, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord vous informer auprès des relations internationales de votre université ou grande école. Pour ceux qui partent en étudiant indépendant, vous avez ici des liens qui vous permettent de trouver, où il y aura des moteurs de recherche dans ces sites-là, et vous trouverez là les programmes qui vont vous intéresser. Vous pouvez aussi consulter les universités parce que sur ces liens-là, vous avez la liste de toutes les universités, les 97 universités en question dont j'ai parlé. Et puis, sur les pages de ces programmes-là, vous pourrez avoir la liste des professeurs, leurs spécialités, vous y verrez leurs publications. Ça vous permettra, surtout ceux qui vont au doctorat, de vous choisir, si on peut dire, un professeur. Et vous verrez quelles sont les bourses qui sont reliées à la recherche chez chacun de ces professeurs-là. Alors, ce qu'on vous suggère, entrez en contact avec eux quand vous voyez qu'un professeur travaille fait de la recherche dans le domaine qui vous intéresse, entrez en contact avec ces professeurs-là et vous inviteront à faire des échanges en visio. Et puis, ils vous contacteront. De toute façon, il y aura énormément de préparation avant que vous partiez là-bas. Et aussi pour ceux qui veulent faire un postdoc, il faudra avoir des entretiens avec ces professeurs-là. C'est facile, ils sont d'un abord très facile, ces professeurs au Canada. Puis encore une fois, regardez leurs publications. Ça vous permettra de voir dans quelle université la recherche vous intéresse le plus. Ensuite, vous faites la demande quand vous avez trouvé votre professeur. Vous faites ensuite la demande, c'est un peu vrai aussi pour ceux qui vont en maîtrise. En maîtrise, c'est moins nécessaire. Ensuite, vous pouvez faire la demande d'admission, vous devrez faire la demande d'admission auprès de l'établissement parce qu'il faut être admis dans un établissement pour obtenir les papiers et pour partir. Et puis, pour ceux qui vont en maîtrise, faites attention quand même aux dates limites pour faire des demandes d'admission. Normalement, le programme se commence en septembre en maîtrise. Certains peuvent commencer en janvier. Là, je parle encore pour ceux qui vont dans un programme complet. Bon, voici des endroits avec les super grappes d'industrie de recherche. Vous voyez, Colombie-Britannique pour technologie numérique, le Canada Atlantique pour l'économie océanique. Le Canada Atlantique, ce sont les provinces de l'Est, les 4 provinces maritimes que vous avez vues sur la carte. De toute façon, vous allez avoir toutes les diapositives chez vous. Les 4 provinces de l'Est, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard. Ensuite, le Québec pour l'intelligence artificielle, l'Ontario pour la fabrication de pointe. Du côté des provinces des prairies, vous avez le super graphe des industries des protéines. Les provinces des prairies, c'est 3 provinces au centre, on peut dire l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Ce qui veut dire que c'est surtout dans ces provinces que vous pourrez trouver des programmes qui couvrent ces domaines, puis éventuellement après trouver du travail parce qu'il y a énormément de recherche qui se fait dans ces domaines. Et la recherche au Canada a été aussi très développée, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, en aérospatiale, dans l'Arctique, la gestion de l'eau, la bioénergie et la recherche médicale. Il y a aussi, voici un profil des écosystèmes les plus importants au Canada. C'est les endroits où est concentrée la recherche et le travail dans les domaines de la cybersécurité, par exemple, à Ottawa, la santé et les sciences de la vie à Vancouver, l'intelligence artificielle à Montréal, Toronto, Ottawa, Edmonton. C'est des endroits où, en plus de faire les programmes, vous y trouverez facilement après
euh, des, euh, des stages et du travail qui suivra, parce que ce sont des centres importants dans ces domaines. Mais ça veut dire, j'ai parlé beaucoup de technologie, de nouvelles technologies, puis un peu de sciences, mais vous pouvez aussi ajouter à ça que des maîtrises, des doctorats quand même, c'est un pays avec énormément de programmes. Vous en trouverez des maîtrises, des doctorats dans tous les autres domaines, les langues, la littérature, la philosophie, la sociologie, la géographie, la physique, la chimie, la sociologie, en fait, de tout. Bon, les permis d'études. Bon, qui d'abord n'a pas besoin de permis d'études parce que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais alors, si vous partez en échange moins de 6 mois, vous n'êtes pas obligé, j'ai bien dit un échange, pas aller finir une maîtrise pendant quelques mois, quelque chose comme ça. Si vous partez en échange, dans un échange de moins de 6 mois, ou si vous faites un programme de moins de 6 mois, mais qui donne un diplôme, par exemple un programme court, ou quelqu'un qui irait faire un programme intensif d'anglais, mais qui donne un diplôme, pas aller faire 6 mois de programme dans un programme qui prend 12 mois. Là. Il faut qu'il y ait un diplôme au bout des 6 mois, ou bien l'échange. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un permis d'études, mais vous êtes obligé de partir avec un permis quelconque, un certain permis. On part jamais, on n'entre jamais au Canada, si on n'est pas canadien, uniquement avec le passeport. Ça ne suffit pas. Ou bien il vous faut un visa, ou bien il vous faut une AVE. Il vous faut une AVE. Si vous êtes d'un des pays de l'ouest de l'Europe, en gros, la France, l'Espagne, l'Angleterre, bon, je pas trop, il vaut mieux regarder sur le site de l'ambassade du Canada, mais je suis certaine pour la France, il faut une AVE. Une AVE, c'est une autorisation de voyage électronique. Tous les autres, ceux qui sont d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, il vous faut un visa, comme il a toujours fallu un visa à tous les gens qui habitent ces endroits-là. Un visa de résident temporaire. L'AVE coûte 5 euros, c'est-à-dire 7 dollars canadiens. L'AVE, faites très attention. Là, c'est pour les Français. Il vous faut le demander sur le site de l'ambassade du Canada. Si vous le demandez sur un autre site, vous risquez on vous demande 80-90 euros, puis peut-être que ça va prendre beaucoup de temps, alors que sur le site de l'ambassade, ça coûte 5 euros et ça prend environ 24 heures pour l'avoir. Bon. Alors, si vous partez plus que 6 mois en échange, ou si vous partez dans un programme complet, là, il vous faut un permis d'études. Alors, pendant que vous attendez l'acceptation de l'université, ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre 2 mois avant d'avoir l'acceptation de l'université. Pendant ce temps-là, vous vérifiez que votre passeport soit bon pour tout le programme. Et ça rigole pas. C'est vraiment important. Si vous avez un passeport qui présentement est encore bon pour 2 ans et vous en allez en maîtrise, par exemple, qui va durer 2 ans à partir de septembre prochain, c'est même pas la peine. Trouvez un nouveau passeport. Parce que peut-être qu'on ne vous donnera même pas le permis d'études si votre permis d'études ne couvre pas tout. Alors, c'est vraiment, je sais que c'est présentement très long d'obtenir un nouveau passeport en France, mais il vaut mieux pas prendre de risque. Bon, ensuite, si vous allez à l'extérieur de la province du Québec, il vous faut un permis d'études. Si vous allez au Québec, il faut un CAQ plus un permis d'études. Un CAQ, c'est un certificat d'acceptation québécois. Ce n'est pas un permis pour entrer au Canada. C'est un permis pour avoir le droit de demander un permis d'études. Bon. Alors, le CAQ coûte, je l'ai expliqué pour le Québec parce que c'est celui qui est plus long. Puis, pour les autres provinces, vous soustrayez la partie CAQ. Bon, bien, vous aurez tout. Alors, le CAQ, ça se demande en ligne. Ça coûte, je pense que vous avez l'adresse à la fin de cette présentation, ça coûte 124 dollars et le permis d'études coûte 150 dollars. Et pour avoir le permis d'études, il faudra aussi passer la biométrie, c'est-à-dire avoir vos empreintes digitales. Pour le Canada, ce n'est pas parce que vous les avez sur votre passeport que ça compte. Il faut et ça va coûter 85 euros. Donc, CAQ, 124 dollars. Permis d'études, 150 dollars. La biométrie, 85 dollars. La biométrie, en France, elle se fait à Clichy, en banlieue de Paris, et elle se fait à Lyon. Ça se fait sur rendez-vous. Alors, pendant que vous attendez l'acceptation de l'université, vous préparez tout. Bon, d'abord le permis d'études. Vous préparez la demande de CAQ, si vous allez au Québec, plus la demande de permis d'études, toujours si vous allez au Québec, et la demande de permis d'études si vous allez à l'extérieur du Québec. C'est long.
Il vaut mieux s'y prendre tôt pour que tout soit prêt. Et dès que vous avez obtenu une acceptation, une admission d'université, même une admission conditionnelle, envoyez la demande de CAQ si vous allez au Québec et envoyez toute la demande de permis d'études si vous allez à l'extérieur du Québec. J'espère que c'est clair. Mais enfin. Alors, le CAQ, ça prend 4 semaines. Vous le recevez par courriel, le CAQ. On vous écrit, bon, bravo, vous avez votre CAQ, ça va porter tel numéro. Vous mettez ce numéro-là sur la demande de permis d'études et là, vous envoyez la demande de permis d'études. Bon, et le permis d'études, ça sera une lettre d'introduction, en fait, que vous allez recevoir qui dira, bon, c'est bien, vous allez avoir votre permis d'études, vous pouvez avoir votre permis d'études. Bon, c'est pas pareil. Et à ce moment-là, vous partirez au Canada avec tous les papiers, tout, l'acceptation d'université, le CAQ pour ceux qui vont au Québec, la lettre d'introduction pour le permis d'études, et là, vous allez rencontrer un douanier. Bon, le Canada, si vous regardez encore la carte, au nord, c'est l'Arctique. Personne n'arrive par l'Arctique. Personne n'arrive par l'Atlantique en barque, ni par le Pacifique. Et par les États-Unis, c'est pas très simple. Alors, tout le monde arrive en avion. C'est pour ça que vous arrivez devant un douanier. Et la lettre d'introduction, elle vous autorise à arriver jusqu'au douanier. Vous êtes encore dans l'espace international. Vous n'êtes pas au Canada. Alors, il faut passer le douanier pour avoir le droit de rentrer. C'est pour ça qu'il faut avoir tous les papiers avec soi. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour vous mettre en garde. Pour pas avoir, parce que sinon, vous repartez aussitôt du Canada. Après, vous reviendrez, là, on ne vous met pas à la porte pour de bon. Mais il faudra avoir tout avec soi, sinon vous ne pouvez pas entrer. C'est un pays où c'est très facile de contrôler les entrées. Après, vous allez voir, c'est très sympathique. C'est facile de passer d'une province à l'autre, de se lier avec des gens. C'est facile. Mais pas entrer, ce n'est pas si simple. Alors, pour obtenir tous les papiers, le permis d'études, le CAQ et tout ça, il faudra prouver qu'on a été accepté, même de façon conditionnelle, par l'établissement d'enseignement et prouver qu'on a les moyens de vivre au Canada sans avoir à travailler pendant les études. Les étudiants qui sont là, qui sont pas en échange, ont le droit de travailler. Mais avant de partir, on ne sait pas si on va travailler ou si on va trouver du travail, peu importe. Il faut prouver avant qu'on a les moyens de vivre là-bas sans travailler. Alors, pour la vie quotidienne, on demande 1 000 $, de disposer de 1 000 $ par mois. Pour se loger, se nourrir, se vêtir, c'est pas assez, mais il y a toujours ceux qui vivent en colocation, des choses comme ça, la vie est moins chère. Bon, 1 000 $ par mois, plus les frais de scolarité. Là, avant de parler des frais de scolarité, je vais juste dire une petite phrase pour ceux qui partent en postdoc. Eux, ce n'est pas un permis d'études, c'est un permis de travail. Ça se demande sur le site de l'immigration canadienne. Parce qu'un postdoc, c'est un travail qui sera payé et tout ça. Bon. Alors, les frais de scolarité, ça, ça va du plus petit au plus grand. Mais enfin, bon, d'abord, hors Québec. Ceux qui vont étudier à l'extérieur de la province de Québec, en maîtrise, en doctorat, bon, là, c'est pour tout. Oui. Bon, de 10 000 à 44 000 $. Le 44 000 est très, très, très rare. C'est pour des MBA, des choses comme ça. Là, OK? Le 10 000 est plus près de la vérité. Ça va peut-être être 10 000, de 10 000 à 20 000 $ à peu près. Les autres, il y a des cours qui sont plus chers. Il y a certaines universités qui sont plus exigeantes en argent, ça c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, si vous allez, vous allez à l'extérieur du Québec. Si vous allez à l'extérieur aussi du Québec, mais à l'Université d'Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada, c'est situé en Ontario. Donc, parce que c'est la capitale du Canada, que c'est un pays officiellement bilingue, tout est en anglais, tout est en français à l'Université d'Ottawa. Si vous faites le programme en anglais, comme la plupart des gens veulent le faire quand ils sont à Ottawa, parce qu'on a des étudiants qui viennent de tous les pays du monde, y compris, vous imaginez que quand on vient du Japon, de l'Inde, de Chine, on parle plutôt l'anglais que le français. Alors, tout le monde veut suivre le programme en anglais. Il y a presque trop de monde en anglais. Il y en a pas assez en français. C'est le même programme, peut-être les mêmes professeurs. Si vous le faites en anglais, c'est le prix régulier. Si vous le faites en français, c'est peut-être 8 à 10 000 $ de moins par année. Le même programme, peut-être les mêmes professeurs, en tout cas le même diplôme. La même chose. Ça, c'est l'Université d'Ottawa. Si vous allez dans la province de Québec, et si vous allez, il y a un accord entre la France et la province de Québec, il y a un accord entre la Belgique francophone, la Belgique wallonne et la province de Québec. Les étudiants
français et belges francophones payent comme les étudiants québécois en maîtrise et en doctorat dans la province de Québec. Les autres payent le prix international. Le prix international, bon, ça peut aller à 10 000 $. Bon, vous voyez, c'est pas très cher de toute façon. Tout ça parce que le ministère de l'Éducation, le vrai prix, c'est aux États-Unis. C'est parce que chez nous, au Canada, le ministère de l'Éducation subventionne tous les programmes des universités canadiennes. Alors, comment prouver qu'on a les moyens de tout ça pour aller étudier au Canada, donc dans le but d'avoir le permis d'études? C'est soit vous qui bloquez de l'argent dans votre compte de banque, mais pour un an, les 1 000 $ par mois, plus les frais de scolarité. Ce qui veut dire qu'allez voir sur les sites des universités pour être sûr des frais de scolarité. Regardez les frais de scolarité pour les étudiants, souvent ils vont dire internationaux. Si c'est au Québec, allez regarder pour les étudiants québécois, si vous êtes français ou belge de francophone. Bon. Allez regarder pour les étudiants québécois. Sinon, allez regarder pour les étudiants internationaux. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, vous pouvez m'écrire, il y a une adresse à la fin. Bon. Alors, ou bien c'est vous qui bloquez de l'argent pour une année complète, mais complète, les études plus les frais de scolarité. À ce moment-là, ça pourra suffire. On ne va pas vous demander de bloquer l'argent pour 3 ou 4 ans ou même 5 ans si vous allez faire un doctorat. Ce n'est pas possible pour personne. Ou bien c'est votre famille, vos parents qui vous envoient de l'argent. Ils s'engagent à prouver qu'ils ont les moyens. Vous allez voir, quand on fait les demandes de CAQ ou de permis d'études, c'est bien expliqué pour les parents, pour la famille, enfin, comment prouver qu'on a les moyens par des déclarations d'impôts, enfin, de diverses façons, des feuilles de salaire, peu importe. Faut que ça soit vrai, que ça soit juste, que les parents pourront envoyer régulièrement de l'argent à leur fils ou leur fille. Autrement, il y a des bourses. Mais pour prouver que la bourse va couvrir des frais, il faut l'avoir obtenu, pas seulement demander. Mais déjà, on peut le demander. Alors, là, ici, vous avez les bourses du gouvernement canadien. C'est pour toute nationalité. Il faut regarder selon la nationalité. Et ça se fait sur dossier, c'est-à-dire selon les résultats scolaires, selon la matière, allez voir sur le site bourse.gc.ca. Ensuite, il y a divers financements. C'est pour les maîtrises doctorat pour toute nationalité. Ici, vous avez diverses fondations et conseils de recherche et vous trouverez du financement là-dessus. Allez aussi sur le site vous pourrez les regarder tranquillement chez vous, là, puisque vous aurez tout ça. Et puis, oui, vous pouvez aussi voir à droite la bourse Vanier du Canada, qui est une bourse très importante qui dure pour 3 ans et qui se demande avec le professeur, c'est pour les doctorats, et juste dessous la bourse Banting pour ceux qui veulent faire un postdoc, et elle se demande aussi avec le professeur, qui va être le directeur de recherche. Ensuite, allez voir aussi sur les sites des universités. Il y a toujours des bourses. Fouillez sur les sites des universités. Là, vous avez trouvé le programme qui vous intéresse. Allez voir, oui, il y en a des bourses. Ensuite, puis adressez-vous au professeur pour ceux qui partent en doctorat. Bon, les stages. Si vous avez un stage à faire dans le cadre de votre programme d'études en France, dans le cadre de votre maîtrise en France, bon, et vous pouvez aller faire un stage au Canada. À ce moment-là, soit, parce qu'il y a des cas, il y a des stages dans le cadre des études au Canada, puis il y a des stages dans le cadre des études en France. Là, je parle dans le cadre des études en France. Si vous êtes de nationalité française, allez voir sur le site EIC, sur le site de IRCC, le site de l'immigration canadienne. Allez voir le site EIC, Expérience internationale Canada. Je dis bien Expérience internationale Canada. Il y a d'autres EIC, ce n'est pas la même chose du tout. Nous, c'est EIC, Expérience internationale Canada. C'est important de ne pas se tromper. On ne vous demande pas d'argent, ou peut-être il y a une centaine de dollars, mais enfin, c'est tout pour votre dossier. Et puis, à ce moment-là, c'est pour avoir un permis pour le stage. Parce qu'il faut absolument un permis de travail pour le stage et qui ne sert qu'à ce stage-là. Si vous n'êtes pas de nationalité française ou d'un autre, il y a EIC, c'est pas avec d'autres pays aussi. Il faut voir si vous avez EIC dans votre pays en lien avec le Canada. Là, je parle pour la France pour le moment. Et sinon, si vous ne pouvez pas bénéficier de EIC, d'Expérience internationale Canada, vous demandez un permis de travail pour faire le stage. Toujours dans le cadre des études françaises de France.
Si vous allez si vous devez faire un stage dans le cadre des études au Canada, ça sera écrit dans votre lettre d'admission qu'il y aura quelque chose à faire. Ça peut s'appeler coop, enfin porter divers noms, mais il faut le permis pour ça. Et ça sera indiqué. Et quand vous demandez le permis d'études, quand vous recevez ce que j'ai appelé tout à l'heure la lettre d'introduction, il y aura un rectangle et il y aura un numéro, un numéro pas de téléphone, un numéro où il sera précédé de WP Work Permit, PT, permis de travail. Ça, c'est pour aller faire un stage dans le programme des études canadiens. C'est vraiment, il faut absolument l'avoir, sinon on ne pourrait pas faire le stage. Si vous ne trouvez pas le carré, puis écrivez-moi parce que en fait, c'est déjà arrivé une seule fois que ça apparaissait pas. Il y avait une erreur quelque part, mais en fait, c'est rarissime, mais vraiment rarissime. Je vais juste dire deux mots sur le EIC dont j'ai parlé tout à l'heure, Expérience internationale Canada. Donc, c'est une entente qui est entre, là pour le coup, entre la France et le Canada pour les 18 à 35 ans et c'est pour aller faire soit des programmes vacances-travail, soit un emploi de jeunes professionnels, soit un stage coop. C'était le troisième truc dont je parlais. Bon, ensuite, travailler pendant ou après vos études. Bon, d'abord, qui n'a pas droit au travail, c'est ceux qui sont partis en échange et ceux qui sont partis faire un cours d'anglais intensif. Ils n'avaient pas le droit de travailler. Le petit job, ce qu'on appelle le petit job. Les autres, tous les autres ont le droit de travailler 20 heures par semaine, que ce soit à l'extérieur de l'université ou à l'université. Et comme aujourd'hui, c'est pour maîtrise, doctorat, vraiment, adressez-vous aux professeurs dès que vous arrivez. Essayez d'obtenir un travail, vous serez payé, et puis, bon, un certain nombre d'heures par semaine. Le reste, peut-être qu'ils vont vous engager pour 4-5 heures, peut-être plus, je ne sais pas. Le reste, vous pouvez travailler dans l'université, vous pouvez travailler, mais en tout, 20 heures. Sauf que là, je fais une parenthèse, jusqu'à décembre 2023, comme il y a pas assez, on manque d'employés au Canada, les étudiants peuvent travailler le nombre d'heures par semaine qu'ils veulent. Ce n'est pas la meilleure idée quand on étudie, mais enfin, sachez-le, vous pouvez avoir un travail à côté, le nombre d'heures que vous le voulez, jusqu'à décembre 2023. Après, vous regarderez. Ensuite, et puis, ça, c'est avec le permis d'études. Hein, c'est le permis d'études qui vous autorise à travailler. Ensuite, vous pouvez travailler à temps plein durant les vacances. Quand on est en maîtrise, doctorat, je pense que durant les vacances aussi, on fait de la recherche. Enfin, je le dis quand même, vous avez le droit de travailler à temps plein durant les vacances de Noël, de Pâques et d'été. Après, quand vous obtenez un diplôme au Canada, vous avez le droit, pendant que vous avez encore votre permis d'études, vous pouvez demander un permis de travail post-diplôme. Vous le demandez à temps. Il ne faut pas le demander quand on n'a plus le permis d'études, il est trop tard. Ce n'est pas la peine d'essayer après pour vraiment avoir encore un permis d'études avec soi. Le permis de travail post-diplôme vous autorisera à travailler 1 an, 2 ans ou 3 ans dans votre domaine si possible, selon le nombre d'années où vous aurez étudié là-bas. Bon, alors, il y a autre chose. Si vous partez avec un conjoint ou une conjointe, hétéro, gay, lesbienne, bi, tout. Bon. Si vous êtes marié, vous pouvez être marié que depuis 1 mois, ça suffit. Ça autorisera l'autre personne, à condition de le demander, à avoir un permis de travail ouvert. Donc, vous partez en couple, il y en a un qui étudie, l'autre travaille, à condition d'avoir obtenu les 2 permis. Le permis d'études pour un, le permis de travail pour l'autre. Si vous n'êtes pas marié, d'abord que vous prouvez que vous vivez ensemble depuis au moins 1 année. Soit un compte conjoint à la banque, soit diverses choses. Pas un colocataire, un couple, d'accord? À ce moment-là, l'autre pourra travailler à temps plein. S'il y en a qui partent avec des enfants, c'est fréquent. Il faudra avoir un permis d'études pour chacun des enfants dès l'âge de 4 ans, je crois. Il faut regarder sur le site de l'immigration. C'est pas relié à une école, évidemment. C'est un permis d'études comme ça. Puis après, bon, vous trouverez l'école après. Bon, ensuite, logement, bon, il y a des résidences universitaires, mais c'est peut-être quand on est rendu en maîtrise doctorat, peut-être qu'on préfère avoir son propre appartement, à voir. Méfiez-vous beaucoup de la location à distance parce que des sites qui sont très bien au Canada,
mais qui sont trafiqués par un autre pays que je nommerai pas. Mais on n'y peut rien, nous. Et puis, si vous trouvez un appartement à distance, méfiez-vous. Vous pouvez me l'envoyer, envoie-moi les photos, je vais vous dire si vraiment c'est au Canada, ça. Je le saurai, ou si le prix est tien. Il faut vraiment vérifier. Ou bien arriver 2 semaines avant le début des cours. Si vous avez arrivé 2 semaines avant le début des cours, allez voir le bureau des étudiants étrangers. Ça, c'est de l'or. Il y en a partout. Dans toutes les universités, il y a un bureau des étudiants étrangers. Ils sont là pour vous. Ce n'est pas des professeurs qui travaillent là-dedans quelques heures par semaine. Ce sont des gens qui travaillent au bureau des étudiants étrangers. Ils vous donneront des renseignements et vous arrivez un bon 2 semaines d'avance et on va vous donner probablement une liste, on va vous expliquer comment trouver un appartement. Ils auront peut-être une liste d'appartements à louer, pas à eux, mais une liste d'adresses à aller voir. Allez voir peut-être avec quelqu'un de la place. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez louer. Il y a aussi la colocation. Ça peut valoir la peine, être très intéressant. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est au moins la première année, essayer d'habiter tout près de l'université, pas plus que 15 minutes à pied. Le seul endroit, il y a des métros, c'est à Montréal. Si vous habitez tout près des métros, ça sera bon parce que toutes les universités qui sont à Montréal sont reliées, sont tout près d'un métro. Donc, si vous arrivez à habiter près des métros, peu importe dans la ville qui est gigantesque, Montréal, c'est 5 fois plus grand que Paris, hein, comme taille. Je ne parle pas de la banlieue de Paris, je parle de la ville de Paris. Là. Bon. Et donc, si vous habitez tout près des métros, c'est bon. Bon. Mais tout le reste, c'est dans toutes les autres villes, moi, je vous suggère habiter à 15 minutes à pied de l'université, ne serait-ce que si une tempête de neige, c'est chouette de marcher. 15 minutes dans la neige, c'est rien. C'est que du bonheur. Mais si vous attendez au coin de la rue, l'autobus, c'est 1 heure, parce que l'autobus, en fait, n'arrivera jamais parce qu'elle est coincée dans la neige. Bon, bref. Au moins la première année, pour voir comment ça se passe dans la ville, comment ça fonctionne. C'est un conseil. Faites en faire ce que vous voulez, mais bon. Ensuite, bon, ben, le climat, je 2 mots sur le climat. Le printemps est une saison douce. L'été est une saison très chaude au Canada, très, très chaude. Et mais ça ira pas mieux, là, mais enfin. L'automne sera frais et l'hiver, bon, l'hiver. Si vous allez en Colombie-Britannique, vous serez sur le bord du Pacifique. Toutes les universités, toutes les écoles sont sur le bord du Pacifique. Ça sera le climat maritime, donc ça va être un peu la même chose qu'à Paris. Humide, de la pluie, peu de neige. Vous verrez les rocheuses au loin, le début des rocheuses, les petites rocheuses, parce qu'après, c'est beaucoup plus gros. Mais il n'y aura pas beaucoup de neige à Vancouver. Si vous allez dans les provinces des prairies, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, là, c'est beaucoup plus froid l'hiver, mais c'est sec. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont connu des moins 40. N'ayez surtout pas peur. Moins 40, c'est ressenti. Ça veut dire que c'est à peine moins 25. Déjà, moins 25, ça vous fait peur, c'est rien. C'est plus facile de supporter moins 25 là-bas que moins 2 à Paris, je vous jure. Je connais quelque chose. Ensuite, si vous allez en Ontario, au Québec, et puis c'est très rare ces températures très froides là. Si vous allez en Ontario, au Québec, ça va être surtout du moins 10, moins 15. Si vous allez dans les provinces maritimes, à peu près aussi. Mais les maisons sont très, très chauffées et vous achèterez des vêtements au Canada. Ce n'est pas la peine d'apporter des vêtements d'ici pour l'hiver. Vous achèterez des vêtements au Canada et puis ça va être le plus chouette. Bon. De quelques trucs généraux, des affaires générales, des informations générales plutôt. Les professeurs sont présents tout le temps. Ils ont leur bureau. Allez les voir. Allez les voir si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. Puis allez même les voir si vous êtes sûr d'avoir compris. Parce que c'est une autre méthode, c'est un autre monde, c'est l'Amérique du Nord, c'est pas du tout l'Europe, ni d'autres continents. Allez vous présenter, les professeurs, ils aiment ça. Mais de toute façon, vous allez participer au cours. On pose des questions, on répond, on donne notre idée, on donne notre opinion. Les bibliothèques sont ouvertes 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, certaines 24 heures sur 24. Il y a des associations, il y a des sports, entrer dans des groupes. Les Canadiens sont des gens d'un abord très facile pour diverses raisons historiques et géographiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on se fait des amis dans les 5 premières minutes, on les rencontre. Hein. Alors, entrez dans des associations, entrez dans des groupes pour être sûr de vous faire des amis. Dans des sports, donnez votre nom pour les sports. Dernière chose, peut-être, en avant-dernière chose, le permis de conduire. Si vous avez un permis de conduire, apportez aussi un permis de conduire international. Ce sera bon pour 2 ans. Et conduisez comme des Canadiens, s'il vous plaît.
Et sinon, vous pouvez toujours, obtenir votre, un permis de conduire là-bas que vous ferez valider après à l'ambassade de France là-bas ou si vous êtes, en France et puis que vous pourrez rapporter ici. Une dernière chose, le pays qui est au sud, du Canada s'appelle les États-Unis. Entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas l'union, il n'y a pas comme l'Union européenne. Il y a une vraie frontière avec des douaniers. Il n'y a pas un douanier à tous les 3 mètres. Il faut, quand on veut aller d'un pays à l'autre, il faut passer par un vrai poste de frontière. C'est obligatoire. Et il y a pas un mur, il y a pas, ça peut être un petit sentier large comme ceci dans la forêt. Et c'est pas écrit ici, vous entrez aux États-Unis. C'est à vous de le savoir. La première fois que vous allez aux États-Unis, allez-y avec un groupe, au moins pour savoir comment ça fonctionne. Et quand vous allez aux États-Unis, apportez avec vous tous vos papiers d'université parce que quand vous allez rentrer des États-Unis, vous allez rencontrer un douanier et on recommence. Donc, il faudra tout montrer. Alors, je reste, bon, voilà, et je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions à l'extérieur? Oui, il y a des questions, Lucie. Donc, alors, il y a quelqu'un ici qui nous dit, qui est sur Facebook, qui nous dit que elle a l'intention de faire des études à London, en Ontario, et elle voulait savoir donc quels sont les documents nécessaires donc pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, les documents administratifs. Bon, si c'est pour si c'est comment entrer, comment être admis à l'université de London, ça dépend du programme. Il faut aller regarder dans le programme. Il faut regarder quelles sont les conditions d'admission à ce programme-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, faire les demandes et attendre. Et faire la demande le plus tôt possible. Je ne sais pas si c'est une personne qui va aller en maîtrise ou en doctorat. Et puis après, les administratifs, est-ce que c'était une personne qui est arrivée en retard? C'est pour les permis d'études? Là, je te lis simplement la Oui. question, j'en sais pas plus. Sinon, c'est. Mais est-ce qu'elle peut réécrire cette personne-là? Parce qu'il faudra, si c'est à London, en Ontario, il faudra un permis d'études. Et dans le permis d'études, il y aura le permis dont j'ai parlé tout à l'heure que tout le monde doit avoir. Mais quand on y va en touriste, quand on y va en échange, moins de 6 mois, on a besoin d'une AVE, mais quand on y va plus longtemps, on a besoin d'une permis d'études. Et l'AVE sera dans le permis d'études. Et si c'est une personne qui n'est pas de France, qui n'a pas de nationalité française ou d'Europe de l'Ouest, il faudra un visa et ça sera avec le permis d'études. Merci. Il y a une autre question ici donc, qui touche comment faire pour financer ses études, comment obtenir une bourse d'études, par exemple. Eh ben, écoutez, la personne qui est en ligne, là, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu les diapositives? Non, pas encore. Non, mais quand vous allez recevoir les diapositives, vous allez voir, il y a des pages pour les bourses. J'espère que c'est pour maîtrise doctorale, parce que c'est pour ces bourses-là qui c'est indiqué. Et il y a aussi, donc, si vous allez faire une maîtrise ou un doctorat, donc, il y a la manière dont la recherche est subventionnée au Canada, c'est que les profs obtiennent du financement pour plusieurs années. Et donc, il y a des bourses, il y a des chaires de recherche. Donc, il y a une chaire de recherche d'excellence et puis il y a les chaires de recherche du Canada. Et donc, parfois, le professeur peut recevoir une subvention qui court pendant 8 années de temps. Donc, le professeur va recevoir une subvention de plusieurs millions et il aura besoin à ce moment-là de donner des contrats à des étudiants, soit des contrats de recherche, soit des contrats doctoraux, soit des contrats postdoctoraux. Et donc, vous pouvez contacter directement ces professeurs-là et leur poser la question et leur demander donc, écoutez, moi, j'aimerais faire ma thèse avec vous. Est-ce que vous avez donc un contrat de recherche pour moi? Si le prof dit oui, là, à ce moment-là, il va vous envoyer donc une lettre de l'université avec l'entête de l'université et le montant de la subvention du contrat. Et ça va vous faciliter énormément donc l'obtention du permis d'études parce que vous allez déjà avoir un engagement de l'université où vous allez étudier qui vous donne donc qui vous donne le financement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et si vous regardez donc sur la slide, survient juste la slide avant, Lucie. Les ressources en ligne. Oui, dans les ressources en ligne, je Oui. crois qu'il y avait donc, bon, là, il n'est pas ici, mais il y a une, je cherche les chaires de recherche du Canada. Mais je pense qu'ils sont. Ah, c'est ici. Donc, Oui. alors, vous voyez les chaires de recherche du Canada. Donc, c'est le quatrième lien.
Et puis, vous avez aussi normalement les chaires d'excellence de recherche qui ne sont pas là. Mais donc, les chaires de recherche d'excellence, c'est encore mieux parce que là, les profs reçoivent des subventions donc pour une plus longue période. Les chaires de recherche du Canada, c'est pour 5 ans. Et les chaires de recherche d'excellence, ça va jusqu'à 8 ans. Bon, Donc, les chaires de recherche d'excellence, on peut m'écrire, j'enverrai le lien. et donc, ça, c'est un bon moyen de réussir à subventionner ses études sans nécessairement déposer une demande pour obtenir une bourse, comme par exemple la bourse Vanier, dont Mme Leroy a parlé, ou encore pour le postdoc, les bourses Benting, qui sont évidemment très, très prestigieuses. Donc, mais comme on en offre très peu par année, c'est très difficile de les obtenir. Alors que par ce moyen-là, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir des fonds. Quand moi, je rencontre des vice-présidents de la recherche, donc dans les universités canadiennes, souvent ils me disent, écoutez, nos profs ont beaucoup d'argent pour faire de la recherche, ils cherchent des étudiants, donc on est une plus petite institution, on ne peut pas tout afficher sur notre site web, donc dites aux étudiants de nous contacter. Alors, d'autres questions, Lucie. Donc là, évidemment, on a quelques questions concernant donc IRCC. Donc, nous, ici, donc, on donne uniquement des réponses sur ce qu'on connaît. Puis ce qu'on connaît, ben, c'est les études au Canada, puis la recherche au Canada. Mais, je veux dire, pour obtenir un visa, par exemple, les modalités, l'obtention l'envoi du passeport, etc. Donc, genre, nous, on ne connaît rien là-dedans, malheureusement. Mais Donc, c'est pour immigrer, ça? Ou c'est pour avoir un permis d'études? c'est pour toutes sortes de choses qui touchent à l'immigration et donc, il faut vraiment les contacter. Si vous avez commencé une démarche donc avec l'immigration, vous avez la possibilité dans l'interface de les contacter. C'est Vous ce que avez vous devriez l'adresse faire. ici, hein, dans ressources en ligne, immigration, réfugiés, citoyenneté. Voilà. Oui, cic.gc.ca. oui. Après ça, on a une question ici. Quels sont les délais de traitement pour un permis d'études, donc quelqu'un qui va aller étudier à Montréal? C'est long. C'est long. Il faut, si c'est quelqu'un qui présentement, j'espère, a déjà obtenu son CAQ, envoyer tout de suite la demande de permis d'études, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, des fois c'est un peu plus long, mais traînez pas parce que parfois c'est long. Il faut surtout bien remplir les demandes, ne rien oublier. Rien oublier. Parce qu'après, on vous renvoie. Puis, vous savez, ces demandes-là sont traitées au Canada. C'est extrêmement long. Ils reçoivent des demandes du monde entier. Je sais pas, il me semble, Jacques-Henri, tu sais, il y a combien d'étudiants qui arrivent chaque année au Canada, me semble, tu savais, Au Canada, donc il doit y en avoir à peu près plus de 700 000. qui arrivent chaque année. Vous imaginez le nombre de permis d'études à traiter. Sans compter tous ceux qui sont déjà là, dont le permis d'études arrive à expiration et qui demandent un renouvellement. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc, une question intéressante ici, donc, c'est quelqu'un qui est français qui veut visiter un peu le Canada avant de commencer ses études. Il peut, il Donc, et peut. comment il fait ça? Quel document on va lui demander donc à l'aéroport? Est-ce qu'il peut arriver 6 mois avant ses études ou c'est juste… C'est-à-dire, ah oui, là, il y a un truc qui est juste un peu délicat. Parce que s'il arrive juste 1 mois avant les études, c'est pas grave, il arrivera avec le permis d'études. Mais si, euh, ouf, parce qu'un Français a le droit de rester 6 mois au Canada comme visiteur. Mais si, ça veut dire que pendant ce temps-là, par contre, il est en attente d'un permis d'études. Je préfère qu'ils écrivent, qu'ils regardent sur le site d'IRCC, juste pour être certain. OK. Mais en tout cas, donc, Mais il c'est sait pas. certain qu'il a le droit d'arriver bien avant le début des cours. Ça, c'est pas un problème. S'il y a OK. déjà le permis d'études reçu, ça, c'est pas un problème. Mais s'il est en attente d'un permis d'études, est-ce qu'il peut venir combien de temps? Et donc là, la même personne nous demande donc, ben, si je veux faire ça, combien d'argent j'ai besoin pour faire un petit voyage au Canada, donc et visiter un peu le pays?
dépend dans quels hôtels ils descendent. Mais enfin, nous, on exige qu'il faut qu'ils prouvent qu'il y a au moins 1 000 $ par mois, mais nous, on le dit, c'est limite, hein, 1 000 $ par mois, Ben, faut être effectivement, débrouillard, hein. comme Madame Leroux le dit, donc tout dépend de vos goûts en termes de couchage. Si vous allez évidemment rester dans un très grand hôtel, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Si Ça va vous coûter 1 000 $ allez pour la nuit. chez des amis, si vous vous déplacez sur le pouce ou en avion ou en train, donc évidemment, ou en autobus. Donc tous ces moyens-là donc, de transport sont disponibles et sont à des prix variés. Donc, et c'est ce qui fait varier énormément le budget. Faudrait peut-être calculer, je ne sais pas, comme si on voyageait en France, non? Peut-être Pardon? parce que les distances sont tellement grandes. En France, les coûts peuvent être plus chers, mais là-bas, les distances sont tellement grandes que ça peut s'équivaloir. Que si quelqu'un partait un mois en France, je sais pas, Ben, enfin, donc si on veut aller à Vancouver, revenir, c'est loin. donc c'est quand même, bon, je dirais, c'est- Oui, quand même. l'avion ou le train. Donc, si on va de l'Est jusqu'à Vancouver, profitez-en, prenez le train canadien Pacifique, c'est merveilleux. Traverser tout le pays, ça prend plusieurs jours. Donc là, il y a quelqu'un qui nous demande donc quelles sont les périodes favorables pour postuler dans les universités. Tout de suite, on aura du mois de mai, non, il est trop tard. C'est-à-dire, essayez, les demandes d'admission, elles se font en décembre, janvier, bon, un petit peu février, mais pas beaucoup. Chaque université a sa date à elle. Bon, ceux qui partent en doctorat, ça, c'est pas pareil. Vous pouvez faire une demande n'importe quand. Mais il n'y a pas un temps mieux, il y a un temps où il faut que selon les universités, il y a des dates limites si on va en premier cycle ou en maîtrise. Il faut respecter. Mais même si on a dépassé la date, on peut toujours faire une demande d'admission. S'il y a de la place, l'université peut prendre. Mais il faut avoir le temps, faut être sûr d'avoir le temps après d'obtenir les papiers, hein, les permis. On ne peut pas arriver devant un douanier en disant j'attends mon permis d'études, je vais demander. Ça ne marche pas. Il faut rentrer en France tout de suite. Il faut rentrer dans son pays tout de suite. Il n'y a pas d'exception à ça. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions en ligne, donc on va Il y en a peut-être arrêter. en bas. Il y en a peut-être en bas. Hein? Est-ce que vous avez des questions en bas? Je demande, est-ce que c'est pas pour le premier cycle, vous? Ah oui, non, mais après. Donc, on va arrêter la session en ligne, puis on va OK. répondre aux questions qui sont dans la salle. OK. Merci beaucoup. Alors, au revoir à tout le Au monde en revoir. ligne. Merci. J'espère que- Et vous, prenez l'adresse en haut pour avoir le,